mettre l'accent sur peut-être deux choses. D'abord, je crois en effet que la fraternité est en amont de la solidarité, mais elle est aussi en aval. Je crois que c'est important. Je pense que tous les phénomènes d'exclusion aujourd'hui impliquent de l'accompagnement. Donc il y a toute une série de mécaniques qui sont indispensables pour simplement redonner sa place à chacun. Et je vois le temps qu'on a mis à comprendre l'importance de l'accompagnement pour lutter contre le chômage, par exemple. Mais nous avons quand même une question plus large qu'on voudrait poser au bac civique, dont on débat d'ailleurs entre nous aussi. Est-ce qu'il ne faut pas demander aux autorités publiques d'ouvrir le chantier de la fraternité au sens où on ouvre différents chantiers sur la fin de vie, sur la bioéthique? Est-ce que cette valeur négligée de la République, dont on orne les discours ou les frontons, mais qu'on ne creuse pas, ne mérite pas qu'on en discute un peu pour savoir exactement ce qu'elle implique, comment on la définit? Je vois que la question du numérique, par exemple, pose de manière incontestable cette question. Aujourd'hui, avoir un interlocuteur au téléphone devient une espèce d'exploit quand même. Il faut quelquefois attendre longtemps avant d'avoir une voix qui parlait ou une oreille simplement une oreille qui vous écoute. Donc on est bien quand même dans des problèmes où le déficit de fraternité cause de la maltraitance. Voilà. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas demander aux autorités publiques de lancer un débat sur ce sujet? Et on a peur des idées, au fond. On a peur des grandes idées. Eh bien, il faut reprendre cette idée que ce sont les idées qui mènent le monde, et pas le monde qui mène les idées. J'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que, pour vous deux, pour la Vénérable Assemblée, ce projet-là tient la route ou pas? Voilà. Est-ce que vous pensez que ça doit être un chantier de la République? Oui. Bon, eh ben alors on va continuer à remettre l'ouvrage sur notre table. Peut-être très rapidement, on va un peu la raccourcir, une dernière séquence de questions-réponses avec vous. Le fait qu'elle se regroupe est la réalité. Deux chiffres, au début des années 90, 6 000 mutuelles santé, aujourd'hui globalement 600. Et le mouvement n'est probablement pas arrivé à son terme. Je l'ai dit, souvent ce sont des mouvements de concentration qui ont été subis avant d'être choisis, notamment compte tenu du laminoir réglementaire que j'évoquais rapidement. Je ne vais pas développer ici, mais les exigences réglementaires, techniques, prudentielles sont telles que ce n'est absolument plus à la portée d'une mutuelle seule si elle veut exercer une activité de complémentaire santé. Moi, je plaide pour que les mutualistes agissent pour faire progresser la solidarité, la fraternité à grande échelle. Sur un certain nombre de sujets, aujourd'hui, il y a une exigence, me semble-t-il, de taille pour pouvoir développer, j'assume le terme, des entreprises sociales efficaces, performantes, qui puissent répondre aux attentes d'un très grand nombre de Français. Donc la mutualité, en quelque sorte, ouvre un champ des possibles extrêmement vaste et ça me paraît plus que jamais moderne et plus que jamais d'avenir. Ouais, c'est un peu compliqué d'y répondre, mais je vais essayer d'y répondre. C'est aussi la question de, et ça il y a des gens qui ont fait des thèses dessus, de l'iconographie, si vous voulez. C'est difficile, par exemple, à l'échelle internationale, d'imaginer aujourd'hui, et pourtant il faudra, j'en suis persuadé, travailler sur cette question de la fraternité. On peut déjà le faire, à une certaine échelle, à la fraternité au-delà de nos frontières, au-delà de l'Europe, créer ces liens-là dont on a tant besoin. Mais quand je parlais tout à l'heure, par exemple, de national et de local, c'est que, si vous voulez, peut-être à tort, notre iconographie, comme la manière dont on imagine notre société, est aujourd'hui européenne. C'est un vrai enjeu de penser la fraternité beaucoup plus largement, mais je pense que l'iconographie qui est inscrite dans notre tête d'un point de vue social fait que c'est difficile, en tout cas pour moi, je ne peux pas parler pour les autres, d'imaginer la fraternité par exemple à l'échelle internationale. La fraternité internationale, elle peut se vivre, mais dans ce cas-là, moi j'ai l'impression qu'elle est locale, dans l'accueil des migrants aujourd'hui, l'accueil des réfugiés, évidemment. Mais ça c'est évident, mais moi je l'entendais comme quelque chose de local parce que ça se vit ici
et il n'y a pas de voyage extraordinaire à faire pour faire vivre cette fraternité. Mais évidemment que c'est un enjeu et c'est fondamental qu'on travaille sur cette question de l'accueil et de la fraternité avec les réfugiés et les migrants au sens plus large. D'accord, ben moi je profite de cette question qui a été lancée pour souligner justement que c'est dans l'air pourtant, puisqu'il y a une association, qui est l'association Aïssa, qui a lancé un mouvement qui s'appelle la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Donc là, c'est de la fraternité au niveau international, qui est soutenu par l'ONU et qui est maintenant décrété le 16 mai. Alors certes, c'est une seule journée, mais c'est quand même très certainement le début d'une prise de conscience que cette fraternité en acte, elle doit se faire au niveau international et dépasser toutes les fractures, quelles qu'elles soient, et qu'il n'y ait plus de frontières pour cela.